Je pense qu'on peut démarrer. Le reste des personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Rebonjour Jean-François. Euh, Bonjour. on se retrouve pour ce nouveau webinaire Sixième Homme pour discuter de l'IA et de son futur impact sur les métiers du conseil. Donc, ce webinaire est organisé par Sixième Homme en collaboration avec Yakadata, représenté par Jean-François, qui est un expert data et IA et qui nous partagera du coup sa vision sur ce que l'IA peut apporter aux consultants et au monde du conseil de manière générale. Donc on va commencer par une petite présentation rapidement de Sixième Homme pour ceux qui connaissent pas encore la plateforme. Donc on est une plateforme spécialisée dans les métiers du conseil. Donc on accompagne les consultants indépendants à trouver des missions principalement, mais pas que, à également rencontrer d'autres consultants, collaborer avec eux, participer à des événements, etc. Donc on couvre plusieurs expertises différentes, toutes orientées autour de métiers du conseil. Donc on va adresser du conseil en organ management, du conseil en DSI, stratégie IT, cybersécurité, etc. Du conseil en projet, produit, donc tout ce qui va être product owner, product manager, PMO, AMOA, consultant UX, et du conseil data du coup, et depuis peu IA aussi. Et on va couvrir aussi en transverse des expertises métiers, donc des expertises achat, finance, RH et autres. Sixième homme en quelques chiffres, on a 20 clients actifs en ce moment avec 35 missions en cours, plus de 3500 consultants inscrits sur la plateforme et qui sont aussi du coup présents sur l'Oslac où on échange pas mal, avec un TGM moyen de 740 et une quasi-parité avec 42% de femmes et 58% d'hommes. Les clients avec lesquels on travaille déjà actuellement, donc on est sur pas mal de retail, LVMH, Maison du Monde, Moët Hennessy, pas mal de cabinets de conseil qu'on accompagne pour trouver les ressources pour leurs projets. Donc, exemple Stanwell, SIA Partners, etc. Mais aussi donc des clients dans l'énergie et d'autres domaines bien variés. Ce qu'on a fait comme mission, par exemple dernièrement pour Veolia, on fait du change management, donc on aide au déploiement d'un outil de GMAO. On a fait du management de transition pour Mobilize, Mobilize qui est la filiale finance du groupe Renault. On fait de l'architecture d'entreprise pour Leroy Merlin. On fait pas mal de product management pour Total Energy sur des sites e-commerce. Pareil pour Sodexo, sur de l'application mobile et du change management, encore une fois, pour LVMH dans des contextes DSI, ITSM, etc. Donc voilà, si vous êtes freelance ou que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement ou à visiter la plateforme. Et je donne la main du coup à Jean-François pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Omar. Eh ben, bonjour à tous. Là, on va effectivement discuter de l'IA et principalement ses impacts actuels et futurs dans les métiers du conseil. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile parce que derrière conseil, on peut mettre beaucoup de choses. C'est ce que disait Omar et déjà sur le domaine qui présentait, il y a pas mal de sujets, de thématiques différentes. Donc, on va essayer de voir d'abord qu'est-ce que l'IA et pourquoi l'IA dans le conseil. Ça va être la première partie. Ensuite, on va regarder des cas pratiques d'utilisation, essayer de rentrer un peu plus dans le détail de comment ça peut être utilisé, quels sont les outils qu'on peut mobiliser, qu'est-ce qui peut déjà apporter de la valeur aujourd'hui. Et puis, dans un troisième temps, on verra un peu plus comment on se prépare pour l'avenir avec l'IA dans les métiers du conseil. Et puis, qu'est-ce qu'il faut intégrer au-delà des outils, au-delà d'un certain nombre de bonnes pratiques, mais aussi comment voilà, on s'intègre d'un point de vue formation et tout ça. Donc ça, on le verra dans la troisième partie. On va commencer tout de suite par pourquoi l'IA dans le conseil. Et avant de pourquoi l'IA dans le conseil, j'aime bien toujours me ramener à l'intelligence artificielle, c'est quoi? Enfin, c'est un truc dont on entend beaucoup parler. Une première réponse qu'on me donne souvent, c'est ChatGPT, parce que c'est celle qui vient en premier aux gens. Alors ChatGPT est un système d'IA, mais c'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle. Bien sûr, ça facilite énormément le fait de pouvoir accéder à des outils d'intelligence artificielle et de pouvoir réaliser tout un tas de choses. Mais c'est bien plus large que ça.
Un robot qui va nous détruire, bon, vous aurez bien compris que c'était juste pour rigoler, parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt ce qu'on va voir plus dans la troisième proposition, c'est-à-dire une technologie qui peut réaliser une tâche qu'on lui a apprise. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir sur l'intelligence artificielle. Un terme que je préfère, qui est plutôt l'apprentissage par machine, c'est le fait de se dire, c'est comme si c'était un enfant, on va lui apprendre à réaliser une tâche particulière sur la base d'éléments qu'on va lui apprendre. Donc c'est vraiment ça à la base, l'intelligence artificielle. Et on va creuser un peu plus dans le détail. Ce que j'aime bien rappeler aussi, et c'est une raison pour laquelle aussi, quand je parle d'IA, j'englobe ce sujet-là, c'est que l'intelligence artificielle, à la base, c'est des données. Et les données, ça peut être des chiffres, ça c'est assez facile et c'est assez visible. On a tous utilisé Excel et donc on voit bien ce que ça peut représenter. Mais ça peut être du son, avec des fréquences, avec des, voilà, un certain nombre de choses qui sont activées, qui sont utilisables aussi et analysables. Ça peut être des images qu'on va retranscrire aussi dans un format qui est analysable, et ça peut être des documents. Et de plus en plus, en fait, les systèmes d'intelligence artificielle vont mobiliser des types de données de plus en plus différents pour pouvoir réaliser certaines tâches bien spécifiques, comme on le verra dans la suite de cette présentation. Pour reparler aussi, voilà, d'intelligence artificielle, et avant d'arriver aux choses qui ont l'air magiques, il faut revenir vraiment à la base, et il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer avec cette IA. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est beaucoup de travail qui est derrière, et donc ça fera écho à d'autres choses que je vais dire plus tard sur le fait que pour arriver à faire de l'IA dans les métiers du conseil, il faut bien structurer ses données et il faut bien structurer ses cas d'usage. Là, typiquement, l'un des cas les plus anciens qui existent, c'est le fait de reconnaître des chiens et des chats. Comment c'est fait? Eh ben, tout simplement, on donne plein d'images de chats en disant que c'est des chats, plein d'images de chiens en disant que c'est des chiens, et donc on supervise l'entraînement. Donc, comme on dira à un enfant, voici un chat, voici un chien, non, ça c'est pas un chat, c'est un chien. Et ben, en fait, on donne ça à la machine et qui est capable ensuite de retrouver le bon élément quand on lui fournit une autre image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire ça. Alors là, c'est des chats et des chiens. Il faut s'imaginer que dans l'industrie, ça peut être des pièces défectueuses et des pièces de qualité. Il faut s'imaginer aussi que lorsqu'on fait des contrôles, par exemple, de branchement électrique, ça peut être le branchement est bon, le branchement est pas bon. Donc il y a plein d'applications réelles au-delà de cet aspect-là. Il y a 2 autres modes aussi dont j'aimerais bien parler avant de passer plus effectivement à qu'est-ce qu'on peut faire en IA aujourd'hui et pourquoi c'est le cas, et pourquoi on mobilise tout ça. Ces apprentissages non supervisés. D'abord, donc qui est sur la partie gauche, c'est là on passe plein d'images. Là, c'est des chats et des chiens, ça pourrait être des produits défectueux, pas défectueux. Et en fait, on lui dit: «Bah, fais-moi 2 classes». Et là, on pourrait se dire: «Bah, tiens, il va nous mettre les chats à gauche et les chiens à droite», mais pas forcément, parce que si ça se trouve, le critère qu'il va utiliser, c'est la présence d'herbe. Et à ce moment-là, c'est plutôt ce que vous voyez sur l'écran. La difficulté de ça, c'est que autant sur l'apprentissage supervisé, on met l'intelligence humaine au départ, autant sur le non supervisé, on le met à la fin. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va faire son classement, et donc c'est à la fin qu'on arrive avec notre intelligence pour dire comment a été classé. Et enfin, le renforcement, qui est une des technologies qui est aussi pas mal utilisée dans ChatGPT, on y verra plus tard, on y reviendra plus tard. C'est juste, et ça a été beaucoup utilisé notamment pour entraîner les grosses machines qui ont œuvré qui ont battu les experts des échecs, du Go ou autre. C'est en fait, l'outil va être capable de générer un certain nombre de choses, notamment quand on lui donne une image, il va dire c'est un chat, c'est un chien, et en fait, on va lui dire quand est-ce qu'il se trompe et quand est-ce qu'il ajuste. On va pas lui dire ce que c'est-à-dire que là, quand il nous propose une image de chien, enfin, en disant que c'est un chat, on va pas lui dire non, c'est un chien, on va juste lui dire c'est pas un chat. Même s'il y avait plusieurs classes, il y avait chien, chat, autruche, on lui dirait juste c'est pas un chat. Et le deuxième, on lui dirait juste c'est un chat. Et en fait, c'est lui qui va réentraîner tout son algorithme pour pouvoir arriver au bon résultat. Donc il y a plein de méthodologies différentes pour entraîner des modèles et pour arriver à leur faire réaliser un certain nombre de tâches. Donc maintenant, dans un peu plus finalement l'IA dans l'imaginaire commun maintenant, et concrètement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc là, j'ai mis voilà, une image de ChatGPT et en lui demandant comment il fonctionne. Alors j'ai pas détaillé l'ensemble, vous pourrez lui reposer la question si vous voulez la réponse plus détaillée, parce qu'il a quand même écrit une grosse tartine. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, des outils comme ça, comme ChatGPT, ils fonctionnent d'une certaine manière.
Typiquement, il a été entraîné sur le fait de supprimer dans des phrases des mots et d'entraîner l'algorithme à retrouver le mot qui correspond. Donc là, typiquement, ça reviendrait à écrire « je fonctionne de la façon » et on lui demande de remplir le vide. Donc, il remplirait probablement par « suivante ». Une fois qu'il a écrit « suivante », il va se dire bah, « qu'est-ce que je mets après ?» Puis il va peut-être rajouter 2 points, il va peut-être revenir à la ligne, mettre des tirets. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, sa tâche, c'est de compléter des phrases, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des hallucinations, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un certain nombre de choses, c'est que de ce type-là, c'est qu'il écrit des réponses plausibles, donc sa tâche c'est d'écrire des réponses les plus plausibles sur la base d'entraînement qu'il a eu, mais pas des réponses les plus véridiques. Donc c'est pour ça qu'il y a des réponses qui peuvent être totalement fausses et erronées. Et donc il faut, lorsqu'on utilise ce genre d'outils, et comme on va le voir plus tard, pour générer des documents, pour générer des réponses, il faut réfléchir bien au cas d'usage qu'on veut et comment on s'assure que l'objectif qu'on veut remplir est bien atteint. Pour continuer sur l'IA, il y a 3 branches assez fortes de l'IA qu'on peut citer. La première, Natural Language Processing, donc tout ce qui est le traitement du langage naturel, le texte, la voix, que ce soit pour l'analyser ou pour le générer. Le deuxième qui est Computer Vision, donc tout ce qui est imagerie par ordinateur, arriver à comprendre des images, des vidéos, être capable aussi d'en générer. On voit de plus en plus de générateurs d'avatars, de générateurs de vidéos qui améliorent la créativité. Et puis une dernière partie qui est la partie un peu plus historique, qui est le machine learning, donc tout ce qui est apprentissage par machine, et qui va plus manipuler à ce moment-là des chiffres ou un certain nombre de données déjà pré-paramétrées sous forme de vecteurs, d'éléments chiffrés, et qui va être capable de réaliser des prédictions, voire même plus, de gérer des systèmes. Donc maintenant, pourquoi on peut mobiliser tout ça dans le conseil? Eh ben, parce qu'en fait, il y a plusieurs domaines dans les métiers du conseil qui sont assez importants. Le premier, en tout cas un de ceux qui me paraît assez pertinent pour lequel mobiliser ça, c'est la partie compréhension des clients. Quand on est dans le conseil, effectivement, on va aller voir plusieurs clients très différents et il va falloir vraiment arriver à comprendre leur contexte. Alors soit pour être capable de leur faire une proposition qui leur convient au début quand on fait de la prospection, soit pour être capable de leur proposer les choses les plus adaptées à eux une fois qu'on est réellement dans la réalisation de la mission. Et donc pour ça, il faut être capable de bien comprendre leur contexte, de bien comprendre le client. Et là-dessus, les outils d'intelligence artificielle peuvent bien sûr aider dans l'analyse de chiffres, dans l'analyse de documents. On y reviendra plus tard. La deuxième, c'est identifier des choses qu'on a déjà faites, parce que aussi quand on est dans les métiers du conseil, l'idée c'est de pouvoir se reposer sur des choses qu'on a déjà faites. Les gens payent souvent une expérience, et donc être capable d'identifier ça rapidement. Si certains d'entre vous sont dans les domaines effectivement du codage, clairement sur l'écriture de code et sur la partie opérationnelle, il y a des choses que l'IA peut largement aider, que ce soit sur l'écriture de commentaires, la correction de bugs ou ainsi de suite. Et enfin sur la rédaction de synthèse, puisqu'il y a un certain nombre de choses aussi dans le conseil où on est obligé de faire des présentations, et ben ça peut aussi aider sur ces aspects-là. Donc finalement, l'IA, on l'a vu, c'est un ensemble de techniques qui permet de réaliser des tâches précises, qui peut se focaliser effectivement, qui a un intérêt dans le domaine du conseil, puisqu'il y a quand même un besoin d'avoir, il y a des missions très différentes d'une fois sur l'autre, et donc l'IA peut nous permettre de mieux appréhender ces missions. Maintenant, on va essayer de plonger au cœur de quelques exemples d'utilisation, et on va pour commencer, je rappelle une expérience qui a été réalisée par le BCG en collaboration avec un institut de recherche auprès de 758 consultants BCG dans le monde entier, où ils ont testé, alors c'était surtout focalisé sur l'IA générative, donc à l'image de ce que j'ai montré tout à l'heure sur ChatGPT, on peut faire les mêmes choses sur les images, les vidéos, et donc c'est surtout basé là-dessus. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait un gain fort justement lorsqu'on utilisait cette IA générative pour créer des choses, pour créer des prototypes de produits, pour créer des prototypes de pages web, pour créer, enfin, tout ce qui demandait une phase créative, même pour imaginer, enfin voilà, un nouveau slogan ou quoi que ce soit. Il y avait un gain fort pour l'utilisation de cette IA générative, parce que ça permettait de multiplier et de tester plein de choses très rapidement. Par contre, sur la résolution de problèmes complexes, il y avait une limite, parce qu'effectivement, déjà, ces outils-là ne sont pas forcément gérés pour résoudre des gros problèmes. Ils sont plutôt là pour répondre à des questions, générer du texte de façon un peu simple. Donc, ils peuvent aider à structurer de l'information, mais pas forcément dans la résolution de problèmes. Et un autre élément où c'était intéressant, c'est pour gagner du temps sur des tâches où on est plus junior.
Donc typiquement, si vous êtes expert en codage, c'est pas forcément l'IA générative ou qui va vous faire gagner du temps. Par contre, s'il y a des langages de programmation sur lesquels vous êtes moins expert, ou s'il y a des tâches autres sur la prospection commerciale, notamment où vous êtes moins expert, ou sur le fait de générer des documents, des synthèses, là, c'est des tâches sur lesquelles l'IA générative va pouvoir aider, si on s'en fie à cette expérience. Alors allons dans le détail. Donc un premier grand domaine dans lequel ça peut aider, c'est sur la partie automatisation des tâches administratives. La prise de notes lors des échanges, l'extraction d'informations de documents, la pré-génération de synthèse. Et pour être un peu plus concret, je vais expliquer carrément un certain nombre de choses qu'on peut faire avec. Donc notamment pour la prise de notes automatique. Il y a des outils comme Firefly, TLDV, Microsoft Copilot, que vous utilisez peut-être déjà en partie. Et si vous ne l'utilisez pas, en fait, c'est un vrai gain pour récupérer les informations qui sont sorties lors des échanges. Ça va faire une prise de notes automatique et après, on est même capable de réinterroger ces notes qui ont été prises pour poser des questions plus précises sur ah bah tiens, combien d'employés sont présents dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est sorti dans l'échange, ben, c'est quelque chose auquel on peut directement accéder. Ou alors, peux-tu me rappeler les 3 piliers qui ont été évoqués ou les 3 sujets qui ont été évoqués lors de l'échange? Et donc, ça permet d'aller plus vite sur ces aspects-là. Et donc là, vous avez déjà un certain nombre d'outils prêts à l'emploi. Le deuxième cas, c'est de l'extraction d'informations de documents. Alors ça, c'est un cas que j'avais beaucoup travaillé avec des cabinets de conseil, notamment qui sont plutôt dans la gestion de patrimoine ou dans l'audit. Pour la gestion de patrimoine, ils récupèrent des cartes d'identité, des fiches d'impôt, enfin plein de choses qui sont assez normalisées. Ils veulent utiliser de la reconnaissance de caractère, donc avec des outils déjà prêts à l'emploi. Là, c'est un exemple sur une API de Microsoft et qui sont capables de ressortir les éléments pertinents de ces documents et de les rendre directement accessibles pour traitement dans les outils et les bases de données euh, du client en question. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut mobiliser pour pouvoir sortir et donc eux, ils ont pu directement intégrer les données dans leur CRM suite à ça. Le deuxième gros domaine dont je voulais parler par rapport à l'IA, c'est la partie analyse de données. Donc comme je disais, quand on est dans le conseil, on a quand même cette notion d'être connecté à plusieurs clients, les uns après les autres, et le besoin d'être capable d'ingérer des données nouvelles sur ces clients-là. Et l'avantage de l'IA et de la data visualisation sur ces aspects-là, c'est de permettre de couvrir un plus large périmètre d'analyse et donc de chercher aussi dans un plus grand nombre de documents. Un exemple de cas pratique qu'on réalisait, c'est avec des outils qui sont tels que Dust ou Microsoft Copilot, qui permettent de connecter des documents à un moteur large language model comme ChatGPT, même s'il y en a d'autres qui existent, mais l'idée c'est que ça connecte à ces choses-là. Ça permet de pouvoir poser directement des questions sur des notes, sur des documents et ainsi de suite, et donc de pouvoir être capable de ressortir les informations. Par exemple, pour un cabinet de conseil qui était plus dans la partie audit, ils étaient capables, sur la base des informations qu'ils avaient agrégées, de poser des questions sur quand a eu lieu le dernier bilan de compétences de telle, enfin le dernier bilan de telle entreprise, combien de bilans de compétences ont été réalisés, ainsi de suite, parce que c'est des informations qui se trouvent dans les documents et auxquelles on peut accéder directement grâce à ces outils d'intelligence artificielle qui sont connectés au-dessus. Il est à noter que quand même ça pose aussi une question à laquelle je reviendrai plus loin, c'est la bonne gestion des documents. C'est-à-dire que quand on va connecter quelque chose comme Microsoft Copilot, ça demande de bien gérer les documents qui sont publics, qui sont privés si on est sur un domaine partagé, et de bien gérer aussi ce qui relève potentiellement des données personnelles ou pas, pour être sûr de ne pas exposer des informations qui ne devraient pas être exposées à d'autres. Donc, en tout cas, ces outils sont très puissants et il faut les utiliser comme il faut. Un autre élément aussi qui est assez intéressant sur l'analyse de données, ce sont tous les outils d'enquête qu'on peut utiliser, surtout les outils d'analyse d'enquête. Alors, je pense à des outils comme Cobaye qui permet de faire des enquêtes de satisfaction, que ce soit client, employé ou autre, mais qui va être capable justement avec un moteur d'IA de regrouper tous les messages qui sont reçus, de les analyser et ainsi de suite,
des outils comme Comongo avec Common Image qui font à peu près pareil. Et sur de tout petits échantillons, on peut aussi bien sûr utiliser du chat GPT, du Lechat Mistral ou autre, et lui demander juste, tiens, voici 10 commentaires, est-ce que tu peux me donner le sentiment et le thème dont il parle. L'intérêt de ces outils d'analyse, c'est notamment lorsqu'on va faire un sujet de changement, et j'ai vu tout à l'heure encore dans ce que Omar présentait qu'il y a des sujets de gestion du changement dans ce que vous traitez, c'est d'être capable de voir quelle est la situation avant, quelle est la situation pendant et quelle est la situation après. Et c'est parfois difficile d'aller à cette maille-là, alors on peut faire du qualitatif, mais l'avantage de ces outils, c'est que ça permet d'avoir un mix entre du quantitatif et du qualitatif, puisque les gens vont s'exprimer en langage naturel, exprimer vraiment ce qu'ils pensent, et donc on va avoir des outils qui vont ressortir les thèmes principaux et les sujets de satisfaction et d'insatisfaction. Donc c'est des outils basés sur l'IA, mais qui peuvent permettre d'avoir de vrais gains sur ces sujets. Pour la création de contenu, toujours sur la partie analyse de données et le fait de créer plus de données, du ChatGPT, Gemini, Midjourney, Canva, Microsoft Designer, ça permet vraiment de faire des choses qui sont assez parlantes. Là, typiquement, une image d'un pantin robot avec des centaines de personnes qui sont cachées derrière, c'est capable de générer une image assez rapidement. Et donc, en fait, on est capable de créer on va dire des visuels ou des documents très, très personnalisés en fonction d'une base de données de départ. Notamment, il y a une modification récente dans Canva qui permet, sur la base d'un design qu'on génère, de pouvoir le générer pour toute une liste de personnes qui se trouvent dans une base de données. Donc, on est capable de personnaliser aussi l'expérience en utilisant des outils de création qui se lient à des données déjà existantes. Et puis, si on va encore plus loin sur la personnalisation, on est capable de personnaliser l'expérience client et employé et la rendre encore plus adaptée et immersive. Et pour ça, je vais aller directement sur les cas pratiques. Il y a un auquel on ne pense pas forcément tout de suite, mais qui me paraît très pertinent, notamment quand on parle d'IA, c'est la notion de coaching et de challenge. C'est-à-dire que quand on va lui demander directement de fournir la solution, il peut fournir quelque chose de pertinent ou pas. Par contre, lorsqu'on va dire, voilà, je réalise une mission dans tel type d'entreprise, je les accompagne sur le changement de CRM, de Salesforce à HubSpot, est-ce que tu peux m'indiquer les questions les plus pertinentes? Il va soumettre quelques questions, donc ça va permettre de se challenger. On va dire, ah bah oui, en fait, j'ai pris plutôt telle approche, est-ce que tu peux m'évoquer des choses que j'aurais pu oublier ou autre? Et donc là, ça va être capable de, à la fois, fournir des infos intéressantes et à la fois de se challenger pour apprendre soi-même. Donc c'est un élément aussi pour personnaliser ce qu'on va faire, mais pas être simplement dans une utilisation simple et bête, mais plutôt dans le fait aussi d'acquérir des compétences supplémentaires et d'augmenter son travail. Ensuite, effectivement, je le citais aussi sur Canva, ChatGPT, et puis il y a aussi Firefly, ce qui permet de faire ça, c'est d'être capable de faire des choses de plus en plus personnalisées. C'est-à-dire que les synthèses personnalisées, de faire des images, des visuels personnalisés, et en très peu de temps, parce que justement l'IA va permettre de modifier des images, de modifier des textes, d'en générer, en fait, de rendre quelque chose qui est très pertinent et qui, dans les métiers notamment du digital et tout ça, est super critique, c'est d'exposer des choses à l'utilisateur le plus vite possible. Et en fait, si on perd 3 jours à faire une maquette, c'est un peu problématique. Si la maquette, elle convient pas, il faut repasser 3 jours et ainsi de suite. Là, l'avantage de ces outils, c'est que ça permet de faire des maquettes ou des tests très rapides, en quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques minutes, et donc de pouvoir aller beaucoup plus vite vers l'utilisateur final. Donc ça, faut pas s'en priver, et c'est des outils qui sont déjà assez rodés et disponibles. Donc dans la première partie, on a vu effectivement que ce qu'était l'IA et pourquoi dans le conseil ça pouvait être pertinent. Dans la deuxième, j'ai essayé de montrer des exemples pratiques d'utilisation, en tout cas des choses qui sont déjà réalistes et réalisables, et montrer un petit peu comment ça s'agence. Dans la troisième partie, pour finaliser ce webinaire, je voulais parler de plus de l'avenir du conseil avec l'IA et parler de thématiques qui entourent en fait cette notion d'intelligence artificielle, parce que oui, c'est une technologie, mais ça recouvre beaucoup d'aspects humains, transformationnels et ainsi de suite, et aussi juridiques qu'il faut savoir prendre en compte. Donc la première, et c'est aussi pour faire la transition avec la dernière partie que j'ai mis dans le chapitre 2, c'est la notion de développer ses compétences. Pour moi, en fait, effectivement, pour pas subir l'IA, faut pas avoir une utilisation simple des outils
et se dire que finalement ce qu'il y a derrière c'est pas très très important ou intéressant. En fait, les maîtriser, c'est aussi savoir un petit peu ce qu'ils sont capables de nous fournir. Je parlais tout à l'heure des hallucinations. Si on ne sait pas que ça fait des hallucinations, moi ça m'est déjà arrivé de demander à des outils comme ça de me fournir des chiffres précis pour des présentations avec les références associées. Les références étaient fausses et les références étaient inventées et les chiffres étaient faux. Donc pour ça, il faut être capable de pouvoir trouver des formations, des tutoriels, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de MOOC là, qui commencent aussi à éclore sur le sujet. Après, si on veut aller sur des choses un peu plus costauds en termes de formation, il y a des plateformes comme Udemy ou Data Scientist. Enfin, Udemy est une plateforme sur laquelle il y a vraiment des modules les uns après les autres. Data Scientist, il y a vraiment des modules autour de l'IA générative, autour de Data Analyst qui sont assez pertinentes, qui ont une couche IA assez intéressante et qui peuvent aussi vous apporter un certificat supplémentaire, en tout cas par rapport à vos spécifications dans les domaines du conseil. Donc je pense que il y a des choses comme ça à creuser sur cet aspect formation. Dans la suite aussi, il y a quelque chose qui, en tout cas moi, m'importe beaucoup sur l'intégration de l'IA en entreprise, c'est remettre l'humain au centre. C'est d'ailleurs une des choses que je pousse le plus chez Yakadata, qui est de se dire, en fait, l'IA, c'est la technologie, mais ce qui est important, c'est de se dire comment ça va bénéficier aux personnes, aux clients, aux employés et à l'entreprise. Et donc, pour ça, il faut vraiment s'adapter au contexte des personnes. Typiquement, si on prend votre exemple à vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'IA au départ, il ne faut peut-être pas commencer à apprendre à coder en Python et à réaliser des cas d'IA directement avec des plateformes ou des algorithmes ou des librairies Python. Va plutôt falloir aller petit à petit. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui peut s'intégrer dans votre quotidien et comment ça peut créer de la valeur progressivement et de plus en plus. Et c'est pareil dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises moi j'étais chez Michelin avant. On peut faire des sujets IA très gros avec des beaux cahiers des charges et tout ça, mais la question revient toujours à comment ça s'intègre dans le quotidien de la personne et qu'est-ce qui va faire qu'elle va pouvoir utiliser cet outil et de la bonne façon, quoi. Donc ça, c'est un autre élément, prendre en compte l'aspect humain. Un autre élément qui est assez fort, c'est l'adaptation au contexte. C'est le fait de choisir des outils qui répondent aux habitudes de travail. Si vous prenez directement en utilisant l'IA un outil qui s'intègre pas bien à votre environnement global, ça va être assez compliqué à utiliser. Enfin, vous l'utiliserez quelques temps, mais après vous allez arrêter. Parce que la routine, en fait, c'est un processus qui est bien détaillé avec un déclencheur, une routine qui se réalise et une récompense. Et donc, au fur et à mesure de ça, on a créé plein d'habitudes qui nous permettent de gérer notre vie tous les jours. Dès qu'on a une problématique, de savoir comment on va la gérer à peu près. Par contre, si on veut changer ça, c'est un processus long parce qu'on a déjà créé nos systèmes d'habitudes. Et donc, si on veut pouvoir changer, il faut qu'il y ait une récompense. C'est-à-dire qu'on voit la valeur associée à ce qu'on fait. Et s'il faut tout de suite changer d'outil, s'il y a des mots de passe en plus, toutes les barrières qu'on peut se créer par rapport à ça, ça va nous bloquer. Donc il faut essayer de trouver les outils qui s'intègrent le mieux. Et c'est une des raisons pour laquelle, quand ChatGPT est sorti, il y a plein d'applications qui sont sorties, qui s'intégraient directement dans les navigateurs, qui sont en train de travailler sur la voix, le fait de pouvoir dialoguer en langage naturel. C'est pour casser aussi toutes ces barrières et pouvoir travailler de la façon la plus harmonieuse possible avec ces outils d'IA. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à comment ça s'adapte au contexte. Et puis au-delà de ça aussi, comment la formation, puisque je vois qu'il y a un intérêt aussi sur l'aspect formation, comment cette formation s'intègre à votre quotidien. Est-ce que c'est une formation plutôt en temps masqué, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, en asynchrone, ou est-ce que c'est plutôt une formation en plusieurs jours qui vous correspond? Et ça dépend beaucoup des personnes et de leur contexte, comme je disais. Un autre point qui est assez majeur, concerne les aspects juridiques. Donc, il faut arriver à comprendre le cadre juridique qui entoure l'IA parce qu'il y en a un assez fort. Il y en a un sur les données, qui est la réglementation sur les données personnelles.
où là, il faut qui encadre correctement la façon dont on gère les données des personnes, donc le fait de leur dire comment on va utiliser leurs données, le fait de les prévenir quand on utilise leurs données, le fait que les gens aient la capacité de demander à ce qu'on supprime leurs données ou en tout cas d'avoir accès et qu'on les supprime. Donc ça, c'est un premier volet, puisque ces données sont utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et puis après, il y a un nouveau règlement qui est en train de sortir, qui est l'IA Act, et qui pousse, ou en tout cas qui demande aux entreprises de maîtriser tout leur système d'intelligence artificielle et d'expliquer comment ils les utilisent. Alors bien sûr, si vous utilisez qu'un outil déjà prêt à l'emploi, c'est eux qui auront à gérer ça. Par contre, si vous développez des systèmes d'intelligence artificielle vous-même, c'est des choses auxquelles il faut faire attention pour bien se conformer aux réglementations et au futur des réglementations. Et puis, un dernier élément que je cite souvent aussi en conclusion là, de mes présentations, c'est le fait qu'il faut suivre l'avancée, il faut oser. Donc, il ne faut pas hésiter à tester les dernières technologies. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dedans et l'utiliser tout le temps, mais par contre, le fait de les tester, c'est important pour voir lesquels conviennent et lesquels ne conviennent pas. Tout comme je dis souvent que pour les utilisateurs, il faut arriver à exposer assez vite des maquettes. Là, c'est la même chose. On a plein d'outils avec lesquels on peut tester, jouer, et il faut arriver à les tester pour savoir lesquelles sont pertinentes ou non et comment elles peuvent s'intégrer. En plus, au-delà des formations, c'est un bon moyen de connaître aussi les limites. Et donc, quand je dis tester, c'est pas simplement partir en faisant directement les cas clients qu'on veut réaliser tels quels, mais bien avoir un éventail de cas clients avec des réponses attendues pour pouvoir tester si c'est pertinent ou pas. Donc, il y a cet aspect-là de test et de validation autour de ces technologies. Donc en conclusion, puisqu'on arrive au bout de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et après l'idée ça va être de pouvoir répondre à des questions aussi plus concrètes que vous pouvez avoir. L'IA, on a vu, c'est une technologie qui réalise des tâches. Ça impacte déjà plusieurs métiers du conseil. Enfin, j'ai pu le voir dans du conseil en gestion de patrimoine, du conseil informatique, même du conseil juridique. Et pour se l'approprier, en fait, il faut essayer, il faut se former et puis se préparer à tout ce que ça peut engendrer sur le plan humain, organisationnel, et en incluant les aspects juridiques. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis je pense qu'avec Omar, on va prendre les questions que vous pouvez avoir. Merci Jean-François, c'était très clair et on a appris pas mal de choses sur l'IA et sur son impact sur les métiers du conseil. Alors, on a une première question de Armin qui nous dit quelle formation tu peux recommander? Euh, je pense qu'il veut avoir des formations sur comment faire des maquettes ou des pages web IA, mais on pourrait peut-être répondre à cette question de manière un peu plus générale. Quelle formation tu recommandes pour un peu monter en compétence sur l'IA sur différents aspects, quoi. Sur l'aspect formation, ouais, donc j'ai cité deux organismes. Il y en a un, c'est Udemy, où c'est une plateforme effectivement où il y a pas mal de cours. Là, j'avoue que en tout cas sur la partie, j'ai vu qu'il y avait maquette ou page web avec IA. J'ai pas regardé spécifiquement si on avait sur ce sujet-là, parce que là c'est pas un sujet qui m'est arrivé pour l'instant, mais j'imagine qu'il doit y en avoir. Donc ça faut regarder sur cet aspect-là. Si c'est sur une formation IA de façon plus générique, je pense que une des choses à creuser, alors si on veut être bien poussé en IA, il faut aller sur des choses comme Data Scientist, DataBird ou autres, qui sont les plateformes qui permettent d'avoir des formations sur quelques jours assez costauds. Sur la partie intermédiaire, je pense qu'il faut plus avoir des sujets spécifiques, donc je recommanderais plus d'aller sur des plateformes comme Udemy et autres, de chercher des thématiques spécifiques, écrire du code avec l'IA, maquettage IA, quoi que ce soit. Si vous êtes sur des formations trop génériques, finalement vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc je vous recommande plutôt ce type de choses-là, sans forcément en citer une en particulier, parce que ce serait compliqué de faire une liste pour tout le monde, mais plutôt aller sur ces aspects-là. Ouais. D'accord, donc plus privilégier les organismes officiels que des formateurs indépendants. En fait, honnêtement, je vais le dire tel que je pense. Honnêtement, en formateur indépendant, notamment sur l'aspect ChatGPT, il y a des milliards de personnes qui sont devenues formateurs IA du jour au lendemain. Alors, ils ont utilisé ChatGPT, ils arrivent à peu près à l'utiliser, donc c'est pas mal.
Après, est-ce que pour autant ça en fait des bons formateurs? Ça dépend. Donc je recommanderais plutôt, tu vois, enfin en tout cas si on veut un truc un peu costaud, un truc un peu sérieux, de regarder voilà ces plateformes-là, ou alors d'aller sur des choses qui coûtent pas très cher, c'est-à-dire vraiment des plateformes de ce type-là, ou alors des tutoriels sur Internet pour commencer. Mais honnêtement, ça bouge tellement vite qu'il vaut mieux avoir une approche assez flexible et plutôt regarder des petits tutoriels, aller sur Udemy, regarder des petits cours, que vraiment se faire des longues sessions sur ces sujets-là, notamment si on a des sujets très précis comme le maquettage, comme le codage, comme tout ça. Il y a déjà des choses assez spécifiques qui sont faites. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des certifs qui peuvent être remises Ouais, il y en a certaines, il y a des organismes qui le font, Là, il faut plutôt aller voir du côté DataBird, Data Scientist ou quelques organismes data. Alors, je cite DataBird et Data Scientist aussi parce que c'est des formations en asynchrone, donc ça peut avoir une plus-value par rapport à des formations où on va passer 2 jours ou 5 jours en présentiel. Mais oui, il y a quelques certifications qui sont sorties et qui peuvent être intéressantes, notamment pour décrocher des contrats en plus. C'est sûr que si on a un tag data analyst ou IA analyst ou IA générative, ça peut être des choses intéressantes. Je sais pas si ça a creusé. Ouais. Je sais Très pas s'il y en a un bien. spécifique sur l'IA générative encore. Je sais que data analyst, data scientist, il y a vraiment des certifications d'État. Je sais pas s'il y en a pour IA générative à l'heure actuelle. Ok. Il y a Axel qui demande est-ce qu'il y a des métiers qui sont pressentis pour être remplacés rapidement dans le monde de la tech, de l'IT? Alors, c'est une bonne question. Alors, dans les, je sais pas si c'est remplacé effectivement. Je pense qu'il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles, c'est toujours compliqué en fait de dire remplacer. Je vais donner un exemple très simple pour expliquer que remplacer, c'est compliqué. Chez Michelin, on avait une personne qui travaillait dans la qualité, qui analysait des images de spectrophotométrie toute la journée pour voir s'il y avait des défauts ou pas dans les pneus. Un jour, on a mis une IA qui était capable de faire la même chose. Alors, on peut se dire, en fait, on l'a remplacé, donc on a renvoyé la personne, mais c'est pas le cas, parce que quand on est venu avec cette capacité-là, on s'est rendu compte que la personne, elle voulait aussi prendre des décisions, qu'elle avait le pouvoir de regarder les défauts aussi d'une autre façon, d'aller vérifier si la machine avait bien identifié. Et donc, on a plutôt intégré l'IA et on a changé le poste de la personne. Par contre, en IT, je pense qu'il y a des choses qui sont sorties. Alors, il y avait une spéculation sur le fait que, vu que l'IA générative est capable de coder, ça va remplacer les codeurs, les développeurs. Je pense que c'est pas vrai, parce qu'en fait, l'expérience montre que c'est facile sur des petits sujets. Enfin, même moi, typiquement, je l'ai utilisé. J'ai pris une demi-journée ou une journée à coder un truc très particulier. Le soir, j'ai demandé à un outil d'IA générative, il me l'a fait en 5 minutes. Donc oui, il y a des tâches qui vont être capables d'être remplacées. Par contre, je pense que ce qui est plus difficile à remplacer, notamment sur la partie développeur, c'est le fait d'être capable de connaître l'architecture ensemble du code, notamment sur les codes qui sont un peu gros, d'être capable d'avoir des bonnes pratiques, d'être capable de gérer aussi le travail collaboratif entre plusieurs développeurs. Donc ça, je pense que ça restera vraiment sur la partie IT. Et puis, il y aura toute cette partie aussi captation du besoin, parce que dans l'IT, en fait, on voit que c'est beaucoup en train d'évoluer. Il y a un vrai besoin d'être flexible, de la modularité et de coller aux attentes des utilisateurs internes ou externes. Et donc là-dessus, l'IA peut aider un petit peu, mais ça va quand même beaucoup être de l'échange humain qui va être à l'origine de ça. Très bien. Alors, est-ce qu'on a encore des questions dans le même esprit? Quel avenir pour les métiers de la localisation et de la traduction avec l'arrivée de l'IA? Alors, ouais, c'est une bonne question. Alors, la traduction, je vois bien. La partie localisation, je sais pas ce que ça cache derrière. Je vais répondre sur la partie traduction. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit déjà arriver. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de traducteurs qui notamment, c'est ce qui est sorti récemment avec des sociétés d'édition qui ont changé un peu la relation qu'ils avaient avec leurs traducteurs en leur disant, vu que l'IA est capable de traduire aussi bien, voire des fois plus rapidement que vous, en fait, on va changer ça pour que vous faire intervenir que sur des choses très spécifiques ou ou en correction de ce que l'IA peut produire. Donc là, on voit effectivement que sur ces sujets-là, en tout cas de la traduction, ça va être assez fortement impacté. Le changement qui a l'air
d'apparaître à l'heure actuelle, c'est le fait de plus se servir des traducteurs comme des gens qui sont vraiment payés pour la traduction pour vérifier ce qu'a fait l'intelligence artificielle. Ça clairement c'est un sujet qui va être assez fort. Et on peut se demander si finalement l'aspect traduction va pas devoir évoluer vers quelque chose qui est plus le fait de je sais pas comment le dire, mais de passer d'une culture à une autre, c'est-à-dire au-delà de l'aspect simplement langue, où là en fait on voit bien que changer, traduire une phrase par une autre, bah ça peut être fait. Par contre, transcrire ce qui peut être fait dans une culture à une autre culture, par exemple, ça c'est quelque chose qui est plus complexe à appréhender pour une IA à l'heure actuelle, puisqu'il y a des choses qui pourraient être traduites automatiquement, mais qui en fait ne conviendront pas à un public d'un domaine à un autre. Enfin, pour avoir pas mal voyagé, je sais qu'un public, par exemple, pour avoir fait des formations au Japon et en France, quand je demande des fois à la fin, est-ce que vous avez tout compris, il y a pas mal de questions. Au Japon, quand on demande est-ce que c'était clair, tout le monde dit oui, même s'ils n'ont pas compris, parce que c'est la politesse. Donc il y a vraiment des choses autour de la compréhension de la culture qui peuvent être poussées sur l'aspect traduction. Sur l'aspect localisation, s'il y a plus de pression, si tu comprends plus, Omar, que moi, je te laisse éclairer. Mais le métier de la localisation, non, ça me pas très clair. Ok, donc si Antoine, tu peux préciser. Ah ok, du coup, si c'est intégrer la culture dans ces traductions, je pense que ça, c'est une partie qui est moins facile à faire par l'IA. Elle peut aider à se challenger, mais je pense que là, il y aura encore besoin d'utiliser ça. Alors, faut-il se former au prompt? Oui. Après, il y a plusieurs façons de se former. Une, ça peut être... je pense qu'il faut pas mal se former, faire des essais-erreurs là-dessus. Donc, soit des tutoriels, soit prendre un document assez bien construit. Il y a des règles assez bien faites, il faut préciser le contexte, il faut préciser la personne, le ton, l'objectif, ainsi de suite. Donc il y a des cadres qui sont déjà assez bien établis. Et je pense que rien ne vaut le fait de se lancer et de tester. Mais oui, je pense qu'accompagné d'une bonne formation, ça peut être le cas, mais plutôt un tutoriel, voire même aller simplement sur un de ces outils et dis-moi, aide-moi à me faire un bon prompt. Ça peut aussi le faire. Très bien. Alors, on prend une dernière question parce qu'on est déjà à la limite du temps. Pouvez-vous citer des cas d'usage IA dans des missions du change management? Ouais, alors typiquement sur des missions de change management, ce que je disais, c'est que c'est pas mal utilisé pour capter l'état d'esprit des personnes avant, pendant et après. L'idée, c'est que si on envoie un questionnaire de 50 questions aux personnes avant, puis après toutes les 2 semaines, et puis après, globalement, les gens vont pas répondre, on va avoir des taux de complétion assez faibles. Alors qu'en fait, par exemple, si on utilise soit une simple note avec un champ texte assez libre et qu'on est capable d'analyser, soit si on est capable de faire des enregistrements d'échanges un petit peu standardisés sur lesquels on va capter effectivement des éléments de satisfaction, d'insatisfaction, ça c'est des choses qui vont servir dans la partie change management et évolution du change management, notamment sur la notion de, si on parle de change pour l'intégration d'un nouvel outil, donc là on va pouvoir suivre l'adoption, la satisfaction et ainsi de suite. Et puis après, pour certaines briques plus particulières, pour comprendre le contexte des équipes, là on peut utiliser de l'analyse documentaire. Donc ça c'est des choses qui peuvent être utilisées. Mais après, ça n'empêche pas d'avoir une bonne gestion, effectivement, et ça oblige même à avoir une bonne gestion de change management, une bonne organisation pour structurer tout ça en soutien. Très bien. Bon, allez, toute dernière question. Est-ce que les grandes entreprises sont-elles réticentes à l'IA? Non. Les grandes entreprises sont pas réticentes à l'IA. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, Michelin, Engie, Renault, LVMH, Pernod Ricard. Enfin, toutes utilisent de l'IA à un moment donné. Après, si on parle d'IA générative, elles avaient des
contrainte qui était de ne pas exposer leurs données internes. Donc, elles ont mis des barrières à ça et un environnement qui permet aux employés d'utiliser ces outils-là, mais en évitant d'avoir des fuites liées au RGPD ou quoi que ce soit. Donc, elles avaient une crainte liée à l'utilisation de l'IA et à l'envoi des données un petit peu partout. Et après, je dirais que ce qui freine le plus dans les grosses boîtes, pour en avoir connu pas mal, c'est plus la notion de change et de fait d'adapter la valeur à l'entreprise et à l'employé. Mais elles sont pas réticentes à l'IA en tout cas. Très bien. Bon, j'avais dit dernière question, mais je trouve la question d'Axel intéressante, donc on conclut sur celle-ci. En gros, il demande est-ce que l'IA participe un peu à creuser les écarts sociaux, vu que ça a un peu tendance à remplacer les métiers, on va dire, à faible compétence, et que ça va plus favoriser des gens qui ont fait des études ou des cadres qui peuvent un peu se mettre sur la vague. Donc, est-ce que c'est une fuite en avant de personnes? Est-ce que ça va creuser des écarts entre un peu sociétal, etc. Bon, c'est une question un peu philosophique sur laquelle on peut clôturer le débat. On va essayer d'être simple aussi sur ce sujet-là. Je suis pas sûr que ça soit une fuite en avant et je pense qu'il y a deux types d'utilisation de l'IA. Il y a ceux qui prennent l'IA comme une automatisation pure et dure de leurs tâches, qui vont licencier pas mal de gens. On a vu des cas même aux États-Unis, donc c'est des cas avérés de personnes qui licencient leurs employés parce qu'ils se disent bah, tiens, je peux automatiser ça par l'IA. Et qui en fait ne voit que la version très très court terme de ah bah oui tiens je peux avoir un gain court terme là-dessus. Par contre qui voit pas le problème plus long terme qui est que si de toute façon dans leur boîte il y a que des IA, bah, il y aura plus personne vraiment pour faire tourner la boîte et ils risquent de perdre leur job parce qu'il y en a d'autres qui auront utilisé l'IA certes, mais pas pour remplacer les personnes, mais plutôt pour augmenter leurs capacités. Et donc, qui ont été capables de s'adapter à des choses nouvelles qui sont sorties et de pouvoir finalement créer plus de valeur, plus de choses. Parce que c'est pour ça aussi que je voulais rappeler ce qui était l'IA au départ, c'est que l'IA, ça répond à des tâches simples. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui avec ChatGPT et autres qu'on peut tout faire avec l'IA, mais en fait non, c'est pas capable de raisonner comme nous à l'heure actuelle. Ça ne sera peut-être pas avant un certain temps. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, je dirais qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne qui maîtrise l'IA pour pouvoir améliorer ça. Et en fait, ce que montrait l'expertise, enfin le test du BCG, c'est qu'il y a un vrai intérêt à faire utiliser l'IA comme un assistant au profil junior. Pas pour les remplacer, mais pour augmenter leurs capacités. Et le fait d'utiliser comme un challenge ou le fait d'être capable de créer plus rapidement des maquettes, des slogans, des choses comme ça permet au profil junior de gagner en compétences, de faire ça, et à la fin même peut-être de plus utiliser l'IA. Si je prends un exemple qui est le mien, que j'utilisais beaucoup à un moment donné pour créer des posts ou pour créer certains types de documents. Honnêtement, là, ça fait quelques temps, je l'utilise plus pour ça parce que j'ai compris comment je m'étais amélioré, ainsi de suite. Donc, je dirais que c'est pas une fuite en avant, ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'en fait, si vous maîtrisez l'IA et que vous avez déjà des idées sur comment l'utiliser, vous allez pouvoir réaliser de nouvelles tâches que vous ne pouvez pas réaliser avant et donc, il va augmenter la valeur que vous pouvez créer pour les entreprises. Très bien. Sur cette note. Parfait. Ben, merci à tous pour votre participation. C'était un très bel échange. Merci Jean-François encore une fois. Donc, si vous avez des questions autour de l'IRA ou besoin de plus d'informations, voici le contact de Jean-François qui est affiché. Et si vous êtes freelance ou vous avez besoin de consultants freelance, n'hésitez pas à me contacter ou à visiter la plateforme 6iemehomme.io directement. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, bonne journée.